Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée pour la grande édition de nos informations. Mais tout d'abord, le sommaire. Poursuite à l'hémicycle de l'examen sectoriel du budget sectoriel, les 3 ministres de l'éducation ont été face aux députés pour défendre leur budget. L'accent a été mis sur le renforcement du système éducatif guinéen. Et puis ce jeudi démarre le mois du sida en Guinée. Au constat, on note une nette amélioration de la prise en charge malgré que le pays enregistre 7000 nouvelles infections par an. Enfin, l'école des cadres du parti Guinée pour tous ouvre ses portes du côté de Kinia. Plus de 300 jeunes de la ville seront formés en technique entrepreneuriale et montage de projets. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Le chef de l'État a présidé ce jeudi le Conseil des ministres. La question des fonctionnaires ayant atteint l'âge qui fassent leur droit à la retraite a retenu l'attention du Conseil ainsi que la problématique des établissements publics en Guinée. Compte rendu, Mohamed Bari revient sur les grandes lignes du compte rendu du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement. C'est sous la haute présidence du président de la République que le Conseil ordinaire des ministres a tenu sa session. 4 points étaient à l'ordre du jour. Le président de la République a demandé au gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires ayant atteint l'âge requis fassent effectivement valoir leur droit à la retraite. Le Conseil a entendu successivement au titre des communications le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Il a rappelé que ce mardi, le mardi 22 novembre 2016, un groupe de personnes dit collectif des fonctionnaires engagés non pris en charge a porté à la connaissance du Premier ministre, chef du gouvernement, la mise sur pied d'un mouvement de protestation dirigé contre lui-même pour son refus de signer les arrêtés d'engagement de 5565 agents en vue de leur prise en charge par l'État. La ministre de l'Économie et des Finances a fait une communication relative au cadre de concertation et de coordination entre le gouvernement et les partenaires au développement, au dire du porte-parole du gouvernement. La ministre a rappelé que le gouvernement et les partenaires au développement se sont concertés le 1er octobre 2014. Cette rencontre visait à renforcer l'efficacité des actions du gouvernement et des partenaires au développement autour des priorités nationales et de la crise Ebola. La réunion avait permis d'aboutir à un certain nombre de conclusions et d'orientations, dont la principale visait l'institutionnalisation d'un cadre permanent de concertation et de coordination. Le ministre du Budget a fait une communication relative au projet de création des cadres de gestion agréés pour l'accompagnement des acteurs du secteur informel. Il a déclaré qu'en instituant ces centres de gestion, le gouvernement vise la maîtrise du tissu fiscal via l'élargissement de l'assiette et l'amélioration du recouvrement de l'impôt, la formalisation de l'informel, la constitution de pôles d'information et d'appui technique dans les domaines de la comptabilité, de la gestion et de la fiscalité, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, la mise en place d'une centrale de bilan offrant une meilleure connaissance du secteur productif. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil décide la mise en place d'une commission interministérielle chargée de la mise en œuvre et du suivi du protocole du 29 octobre 2015 concernant les agents engagés non pris en charge. La dite commission sera composée des ministres en charge de la justice, de l'administration du territoire et de la fonction publique. 2. Le Conseil approuve l'ordre du jour et la date prévue pour la réunion du cadre de concertation organisée par le ministère en charge de l'économie et des finances. Une réunion technique préparatoire se tiendra en prélude à ce rendez-vous en vue d'harmoniser les points de vue de la partie guinéenne. 3. Le Conseil approuve le projet de décret présenté par le ministère du Budget portant création des centres de gestion agréés et des arrêtés d'application y afférents sous réserve d'amendements. Le ministre est invité à organiser une journée de concertation avec les opérateurs économiques et les acteurs concernés pour la mise en œuvre de ce projet. Dans les divers, la ministre en charge des Affaires étrangères a informé que la Journée mondiale des migrants sera célébrée en Guinée. Et puis se communiquer dans le cadre de la normalisation de relations avec l'Union européenne suite au retrait de la Guinée de la liste des pays tiers non coopérants.
dans la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de pêche. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé recevra les acteurs de la filière le vendredi 2 décembre 2016 au Palais Séro-Touré à partir de 8 h. Sont conviés à prendre part à cette importante rencontre les acteurs de la pêche ci-après. Les représentants des unions et fédérations des mareyeuses et mareyeurs, les représentants des fédérations, unions, regroupements et associations de pêche artisanale, les présidents des sociétés de pêche, les représentants des armateurs et consignateurs, les directeurs et chefs de service du ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, les membres du ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, les syndicats du ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, le bureau de presse de la présidence, le directeur Moussa Sissi. À l'hémicycle, les séances plénières se poursuivent. Les 3 ministres en charge de l'éducation étaient devant les élus du peuple. Ils ont expliqué l'utilisation du budget sectoriel pour le compte de l'exercice 2016. L'accent a été mis sur le renforcement du système éducatif. Le point avec Robert Siditono. Pour un budget sectoriel revu à la hausse, soit 1 320 milliards de francs guinéens contre plus de 1 200 milliards de francs guinéens en 2016 alloués au département de l'enseignement préuniversitaire, le ministre a évoqué devant les députés des actions urgentes. Il s'agit principalement de la satisfaction de la demande de scolarisation sans cesse croissante, du décongestionnement des classes à effectifs pléthoriques, de l'élimination des disparités, genre et zones, de l'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages, d'un meilleur apprentissage à l'éducation de la citoyenneté, de l'amélioration de la qualité des offres d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Dans le secteur de l'enseignement technique, le ministre a attiré l'attention des honorables députés sur la place de la formation professionnelle dans la réduction de la pauvreté et le développement du pays. Le ministre a par ailleurs évoqué les actions à réaliser en 2016 avant de détailler le budget alloué à son département et des activités qui seront réalisées en 2017. Ce projet de budget se chiffre à 93 milliards. Les détails figurent notamment dans l'esquisse de la loi de finances 2016. Vous les verrez dans la nomenclature budgétaire. L'exécution de ce budget permettra d'obtenir les principaux résultats suivants. La construction et l'équipement de 6 écoles régionales des arts et métiers, la construction et l'équipement d'un centre de développement de compétences, la réhabilitation des centres de formation professionnelle et autres écoles nationales, la finition du siège de l'inspection du travail, réalisation des maisons de l'emploi et des compétences au niveau régional, la poursuite de la mise en œuvre du projet d'appui à la formation et l'insertion dans les secteurs agricoles et miniers dans le cadre du contrat C2D avec l'Agence française de développement. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a partagé avec les parlementaires les défis à relever dans l'atteinte de l'enseignement de qualité. Le ministre a insisté sur la poursuite et le renforcement des acquis dans l'amélioration de la gouvernance de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avant de plaider pour l'augmentation du budget alloué à son département. L'objectif général de la politique de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la période 2014-2020 est de refonder l'enseignement supérieur, de revitaliser la recherche en vue de contribuer à l'émergence politique, économique, sociale et culturelle de la Guinée, en cohérence avec le plan quinquennal de développement, le document de stratégie de réduction de la pauvreté, les objectifs de développement durable et les politiques sectorielles élaborées et mises en œuvre par le gouvernement guinéen. Ce sont plusieurs préoccupations qui portent sur la nécessité de l'organisation d'une journée de réflexion sur le système éducatif guinéen, la formation et le recrutement des enseignants qui ont été soulevées par certains députés. Nous sommes aussi conscients des allocations budgétaires qui leur sont faites. Mais ce qui est sûr, nous avons globalement le sentiment que les mesures qui sont envisagées dans le cadre de ce budget ne permettront pas de remettre le système éducatif guinéen sur les rails. Il faut qu'on s'assure que l'éducation a les allocations budgétaires nécessaires, que ces allocations-là sont utilisées à bon escient, que les réformes en profondeur sont faites, notamment dans le cadre de l'enseignement technique
et de l'enseignement supérieur. Et nous demandons au gouvernement de faire un effort pour le secteur de l'éducation parce que c'est un secteur clé, nous le savons tous. Et nous savons tous le problème que l'éducation a, que nos enfants ont. Et ces problèmes ne pourront être résolus que lorsqu'ils auront le budget qui leur est convenable. Les travaux en plein air vont se poursuivre demain sur l'adoption du volet recettes du budget 2017. Dans le reste de l'actualité, plus de 3 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois sont concernés par la campagne de vaccination contre la polio en Guinée, d'où cet engagement de la première dame à contrer cette maladie lors du lancement des journées nationales à Conakry. Ali Badra Kondé, Mangamouri Kamara. Mobilisation et engagement en vue de l'éradication de la poliomyélite. C'est l'objectif de ce lancement de la campagne nationale de vaccination gratuite. Les enfants de 0 à 59 mois sont concernés. À ce jour, 7 cas ont été notifiés, dont 6 dans l'un des districts de Sigiri et 1 à Kankan. La polio, c'est une maladie, n'est-ce pas, infectieuse et qui paralyse les enfants et à vie. Donc c'est ce message-là qu'on fait passer, même maintenant là, et les parents, c'est ce message fort qu'on fait passer pour qu'ils soient pénétrés vraiment de la gravité de la maladie. C'est une maladie silencieuse, mais une fois que l'enfant l'attrape, vous voyez les images ici, c'est regrettable, mais ces enfants ne vont plus être sur leurs deux pieds. C'est des enfants handicapés à vie et qui sont à la charge, n'est-ce pas, des familles respectives et de la société. Au cours de ces festivités, les techniciens de la santé ont expliqué les méthodes à observer pour éviter la poliomyélite. Dans la même lancée, la présidente de la Fondation Prosmi pour la santé maternelle et infantile a exhorté les parents à faire vacciner leurs enfants. La cérémonie de ce jour, consacrée à la mobilisation et au lancement officiel du 9e tour des campagnes de vaccination contre la poliomyélite dans notre pays prévu du 2 au 5 décembre, répond au souci du gouvernement guinéen et de ses partenaires de donner la chance aux enfants de la Guinée de vivre longtemps et en bonne santé. Je voudrais donc saisir cette occasion de mobilisation pour le lancement des journées nationales de vaccination pour inviter les parents et les communautés à être à jour dans les vaccinations. D'après les données d'enquête disponibles, plus de 3 millions d'enfants ont été vaccinés en Guinée lors du 8e tour en octobre dernier. Ce 9e tour de vaccination, 3 autres millions d'enfants sont attendus à travers tout le pays. L'éradication de la polio en Guinée, une des priorités du ministère de la Santé et ses partenaires. Le 9e mai, dernier passage des journées nationales de vaccination contre la maladie au compte de 2016 a été officiellement lancé ce jeudi à Kankan, une région où les derniers cas de polio ont été notifiés en fin 2015. Reportage à Kankan, celui de Kirach Mohamed Pati Kamara, envoyé spéciaux. Les derniers cas de poliomyélite en Guinée ont été notifiés dans les préfectures de Kankan et Sigiri en fin 2015. Pour une éradication de la maladie dans le pays, la région abrite le lancement du 9e passage des journées nationales de vaccination. 3 342 306 enfants de moins de 5 ans doivent recevoir les 2 cours de vaccin anti-polio dans tout le pays. Je profite de l'occasion pour lancer un appel solennel à toutes les familles, à toutes les mères, à toutes les sœurs, à tous les pères, vraiment de sortir les enfants pour cette vaccination. Tous les enfants de 0 à 59 mois sont concernés par cette vaccination. Cette vaccination est gratuite. Même si les enfants ont été vaccinés, ce n'est pas un problème. Les enfants peuvent être révaccinés. La particularité de ce 9e tour des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite est la mobilisation de l'ensemble des partenaires du secteur de la santé autour de la coordination nationale du PEV, programme élargi de vaccination. Tous ont un seul défi, déclarer la Guinée indemne de la poliomyélite à l'issue de l'évaluation des experts indépendants. Une évaluation prévue en fin janvier 2017. Il a été dit dans un plaidoyer en langue nationale par les maires, et nous en avons eu connaissance, toute la problématique et tous les défis posés par la région de Kankan. Je pense qu'un bon offre en la matière, il en a défini les difficultés, les concours, mais aussi toute l'espérance
engrangé auprès de ce qui a été placé au niveau des populations et des agents vaccinateurs. Oui, monsieur le maire, le défi doit être relevé. Comme les tours précédents, la stratégie de ces journées nationales de vaccination est le porte-à-porte. Dans la région de Kankan, 2656 agents vaccinateurs pour 380 superviseurs de proximité sont mobilisés. En plus bref et en image, même son de cloche du côté de la commune de Matutu, dans l'une des plus grandes communes de Conakry. Le président de la délégation spéciale a appelé les parents d'élèves, les parents des enfants à plus d'implication dans les opérations de vaccination. Au titre de l'actualité en Guinée, le taux de prévalence du VIH-Sida est de 1,7%. Chaque année, le pays enregistre environ 7000 nouvelles infections. Selon l'ONU-SIDA, les personnes séropositives qui acceptent leur statut sérologique sont soumises à un traitement antirétroviral. Explication Hadia Toubari. En Guinée, environ 130 000 personnes vivent avec le VIH-Sida. Seulement 24% des patients sont sous traitement antirétroviral, selon les statistiques de l'ONU-SIDA. Le traitement antirétroviral débute chez un patient testé positif du virus lorsque son taux de cellules de défense de l'organisme est inférieur à 500. Les antirétroviraux permettent de lutter contre la multiplication des cellules, c'est-à-dire des virus. Deuxièmement, ces ARV aussi permettent de renforcer, de soutenir le système immunitaire des patients. Troisièmement, ces mêmes ARV-là permettent de soigner les maladies opportunistes. Le centre médical communal de Koléa est l'une des structures sanitaires disposant d'un service de prise en charge des malades du VIH. 451 patients sont suivis ici. Parmi eux, Kadiatou, dont le contrôle médical de ce matin atteste une perte de poids de 2 kilos. La cause, elle la connaît bien. Parce que j'étais un peu hargnée, même en parlant, on sent que ça ne va pas. La nuit, je fais des fièvres. Des fois, on me demande, il s'agit de quoi, tu prends quel médicament? J'ai dit, c'est pour ma santé, je prends. Parce qu'à la maison, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, qui ne savent pas pourquoi je prends ce médicament. Et je n'ai rien dit d'abord. Kadiatou est approvisionné en médicaments pour une durée de 6 mois, conformément aux prescriptions du médecin. L'administration des antirétroviraux obéit à un calendrier strict. On leur donne le produit en leur indiquant la posologie, la prise du médicament, l'heure, parce qu'il y a une heure. Il ne faut pas prendre à n'importe quelle heure, parce qu'il faut 12 heures d'intervalle de prise. Il faut que le malade respecte l'intervalle. Les IO, les ARV, tout est gratuit. Pour s'assurer de l'efficacité du traitement antirétroviral, les médecins soignants examinent les échantillons sanguins des malades. Une analyse biomoléculaire appelée charge virale. Le processus est réalisé en 3 étapes pour une durée de 8 heures. On met à une centrifugation de 3000 tours pendant quelques secondes et on met dans l'amplificateur qu'on vous a montré derrière. Et l'amplification dure pendant 2 heures. Il permet de détecter, c'est-à-dire la charge virale qui sont dans ces puits, dans ces échantillons qui sont déposés dans ces puits. Et il permet de dire tel échantillon a tel nombre de virus et tel échantillon a tel nombre de virus, moins de virus ou bien taux de virus élevé. Aujourd'hui, la Guinée ne dispose que de 6 laboratoires biomoléculaires consacrés à la charge virale. Grâce à l'appui des partenaires comme Médecins sans frontières Belgique, environ 12 000 malades du VIH-Sida ont réalisé leur charge virale dans le pays. Le mois de décembre de chaque année consacré à la lutte contre le VIH-Sida, notre rédaction s'est intéressée à la vie d'une personne vivant avec le virus. Aboubakar Kamara, c'est son nom. Vous allez le voir, il vit avec cette maladie depuis des années, mais il arrive à surmonter les péripéties de la vie. Thierno Maroufba, Fodé Kamara sont allés à sa rencontre. Images et témoignages. Nous sommes à la Cité de l'Air,
où nous avons rendez-vous avec une personne vivant avec le VIH. Diplômé en sociologie, Aboubacar connaît son statut depuis 8 ans. À 33 ans, il vit sous traitement antirétroviral. Mais la sérologie d'Aboubacar n'affecte pas son moral. J'ai connu mon statut quand j'étais à l'université. Par manque d'informations, j'ai abandonné le traitement. Au bout de quelques moments, je ne pouvais rien faire à moi-même car j'étais complètement malade. Un jour, j'ai écouté l'émission d'une radio dont le thème était sur le VIH. Il y avait une fille des Médecins Sans Frontières qui témoignait de son statut. J'ai pris le numéro de la fille, je suis venu à sa rencontre, elle m'a parlé toutes les informations liées au VIH-Sida. Elle m'avait dit que le VIH n'est pas une fatalité, mais c'est une réalité. Grâce au suivi régulier de ces traitements, Aboubacar s'est marié depuis 2 ans. Le risque de transmission de la maladie est aujourd'hui faible. Vivre en famille et maintenir ses relations avec les proches aide Aboubacar dans sa vie avec le VIH-Sida. Pourtant, au début de la maladie, le rapport avec le corps médical était déstabilisant pour Aboubacar. Ma réaction, c'était presque, je me croyais un mort-vivant parce que je n'avais pas d'informations sur le VIH-Sida. En ce moment, le premier jour dont on m'a informé, c'est le laboratoire qui voulait me tuer sur place parce que quand il m'a donné le bulletin, c'était écrit séropositif. Au lieu d'envoyer mon bulletin dans le bureau de mon médecin, il m'a donné le bulletin main à main. Et puis en disant à ses collègues que le monsieur qui venait de se prélever tout de suite là a le VIH. Donc cela m'a beaucoup mis mal à l'aise. Je suis tombé dans la cour en pleurant, croyant que j'attends la fin de ma vie maintenant. À la différence de certains porteurs du virus maudit, Aboubacar continue à vaquer à ses occupations quotidiennes. Membre du réseau guinéen des associations de personnes affectées et infectées par le VIH-Sida, il concilie les activités de l'ONG et son travail. Employé à Médecins Sans Frontières, Belgique, au compte du projet VIH-Sida, Aboubacar est bien intégré dans son lieu de travail. Dans le bureau où vous êtes comme ça, c'est un bureau des conseillers qui sont d'amplement informés. C'est grâce à eux-mêmes que moi j'ai eu le courage de vivre positivement avec mon statut, parce que ce sont eux qui m'ont réconforté. Je suis à l'aise avec mes collègues de service. Je ne sens pas de discrimination ni de stigmatisation. Je travaille avec Aboubacar depuis 2012 déjà. Et ça se passe bien, malgré je connais son statut. On collabore très bien et puis on est ensemble dans le bureau de l'associatif. Il est mon trésorier. Tous ceux qui pensent que le VIH, quand une personne a le VIH, ils ne peuvent pas vivre ensemble, de changer un peu cette façon de voir, parce qu'on peut bien vivre avec une personne qui a le VIH et normalement. Parce qu'aujourd'hui, avec le traitement, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, la compréhension et la solidarité des amis et parents de Aboubacar lui permettent de vivre sereinement avec le VIH-Sida. Aidé des ARV antirétroviraux, il vit comme tout autre jeune de sa génération, avec des projets et des rêves à poursuivre. Autre facette de l'actualité, tout d'abord en plus bref et en image, la signature d'une convention de 5 millions de dollars entre le département des mines, la Sogipami et la société minière de Boké. Ce montant devrait servir dans les nouvelles campagnes de prospection des zones minières en Guinée. Les détails, c'est dans nos prochaines éditions d'information. Le projet d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Conakry est en cours. Ce financement du gouvernement nippon à travers la JICA, la Société des eaux de Guinée, va procéder au remplacement de la conduite défectueuse de 1100 diamètres entre Anta et Sangoya. La confirmation a été donnée ce mercredi par le directeur général de la SEG. C'était lors d'un point de presse. Reportage Nabi Kamara. Le remplacement de la conduite d'eau entre Anta et Sangoya débute au mois de janvier prochain.
Le projet est financé par la coopération japonaise à travers la JICA. Installée sur une distance de 3,500 km, cette conduite est tombée en panne 19 fois depuis 2013, affectant l'approvisionnement en eau potable de la ville de Conakry et causant des dégâts matériels et humains dans les quartiers traversés. Le tuyau qui va être remplacé, il sera fait en tuyau fonte d'utile, fabriqué chez Pont-à-Mousson en France là-bas, et qui supporte la plupart des sollicitations qu'elle pourrait subir, à savoir les charges roulantes, le poids des remblais, le poids de l'eau et le propre poids du tuyau. Sans compter que c'est un tuyau qui va supporter les déviations angulaires lorsqu'elles se présentent au niveau de leur pose. Pendant les travaux de remplacement, la SEG devra utiliser les opérations de bypass to reduce the pressure pour réduire la pression of the existing pipeline de la conduite existante for the safety work pour la sûreté du travail, la sécurité du travail. And the people in some areas et ceci avec des populations dans d'autres zones will be encountered with the insufficient water supply. Donc seront désavantagés dans la desserte en eau dans ces zones-là. La première tranche des fournitures de matériel et équipements de chantier arrive ce mois de décembre à Conakry. Les travaux sont prévus pour 7 mois pour un coût de plus de 10 milliards de francs guinéens. À la direction générale de la SEG, toutes les dispositions sont prises pour la bonne exécution du projet de remplacement de cette conduite. L'aboutissement de ce projet a été possible grâce à l'implication personnelle du président de la République, professeur Alpha Condé. En plus bref encore et en image, une bonne nouvelle pour les travailleurs du ministère de l'Environnement. 2 nouveaux bus viennent d'être offerts à ce département pour faciliter le transport des travailleurs. C'est une action de la société Foreforce. Une nouvelle mosquée pour les fidèles musulmans de Kukuruba, un secteur situé à 25 km de Dabola. C'est un geste des fils ressortissants résidents de la localité. En plus de cette maison de Dieu, d'autres infrastructures sociales de base sont aussi réalisées. Mamadi Gassama nous fait le point. Kukuruba est un des secteurs de Fela Amdalaï à 25 km de Dabola. Dans ce village, autrefois caractérisé par des constructions traditionnelles, l'on découvre désormais ces nouveaux paysages. Pour amorcer son développement communautaire, les fils résidents et ressortissants se sont engagés dans la construction des infrastructures socio-communautaires. Le seul lieu qui réunit les musulmans, c'est là où nous nous retrouvons. Ça tisse un lien entre nous, un bon lien, un lien très fort entre nous. Ça contribuera à faire rayonner l'islam dans tous les sens. Que Dieu lui donne longue vie et santé de fer, et que la Guinée prospère, et que tous les fils du pays puissent quand même bénéficier de cette... Première du genre, la nouvelle mosquée de Kukuruba a une capacité d'accueil de 520 fidèles. Son coût de réalisation s'élève à plus d'1 milliard de francs guinéens. Nos pères, nos mères vont faire les 5 prières de l'islam dans la propriété et dans la culture totale. Tandis que se fait la pose de la première pierre de l'école franco-arabe, les travaux de l'hôpital, du grand marché et d'une banque primaire sont déjà avancés. Des chantiers qui s'ajoutent à la réalisation de la maison des jeunes et l'école primaire de Kukuruba, inaugurée depuis 2013. Page politique, la 3e édition de l'université vacances du parti Guinée pour tous vient d'être lancée à Kindia. Plus de 300 jeunes seront formés en technique entrepreneuriale et montage de projets. Maurice Sidibé, Abdoulaye Ningelande Diallo. Le président du parti GPT Guinée pour tous sous les ovations des jeunes de la ville de Kindia. Dr Ibrahima Kassori Fofana vient lancer la 3e édition de la formation Université Vacances à l'intention de plus de 300 jeunes. L'initiative vise à promouvoir l'émergence de la jeunesse et à l'accompagner à s'auto-employer. Cette Université Vacances de Kindia doit être comprise comme un jalon que nous posons dans notre bataille pour la jeunesse guinéenne. Elle traduit aussi notre détermination pour l'intégration de cette jeunesse trop longtemps ignorée du fait de l'éloignement géographique
dans le projet national. Le fait que notre parti prenne sa part dans ce combat noble est mu par un civisme actif. Pendant une semaine, les notions telles que administration et développement, partenariat public et privé, démocratie et repli identitaire, ainsi que les techniques entrepreneuriales seront abordées. L'initiative de M. Kassori, je salue. Ce projet-là me permettra dans l'avenir, c'est-à-dire de ne pas compter sur le gouvernement, de compter sur mes propres moyens, parce que quand j'ai un projet, je peux le monter et s'il y a quelqu'un aussi, même accepter le gouvernement, on peut financer. L'État ne peut pas employer tout le monde. L'État peut par contre créer des possibilités, des conditions pour que les jeunes diplômés sans emploi puissent créer des entreprises, ouvrir leurs propres boîtes. Donc je crois que cela aussi est important et qu'il faut encourager cette initiative-là. À l'ouverture des travaux de cette formation, le prix super ministre africain a été décerné au ministre d'État à la présidence de la République chargé des questions d'investissement et de partenariat public-privé. Enfin, en plus bref, la nouvelle vient juste de tomber. François Hollande renonce à se porter candidat à la présidentielle de 2017. Le chef d'État français a déclaré en substance être animé que par l'intérêt supérieur du pays. C'est exprimé ce soir depuis le palais de l'Élysée. C'était tout pour ce soir au compte de Guinée Info. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 4 jours d'affilée. À bientôt, Inch'Allah.